Bonjour chers condisciples bourguignons. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'introduction aux civilisations précolombiennes. Je vous souhaite une bonne écoute de cette présentation faite par Castellan, dit le Sphinx nain. Alors, donc ce soir je vais vous parler de vous faire une petite introduction relativement courte, je l'espère, aux civilisations précolombiennes. Donc je vais vous demander d'aller au tableau. Voilà la petite frise sur laquelle je vais me baser. Et donc ça va être relativement large, mais je vais pas trop m'attarder parce que y a quand même beaucoup de temps et je sais que votre temps est précieux. Et voilà à peu près les délimitations géographiques. Donc normalement il y a la légende, hein. Voilà. Des diverses délimitations géographiques des diverses peuplades, des civilisations. Donc comme vous le voyez vous-même, en fait ça est comme je l'ai dit en activité. Donc je vais vous parler, faire une petite introduction aux civilisations précolombiennes. Alors je sais qu'il y en a certains avec qui on en a plus ou moins déjà parlé, notamment quand on parlait de certains sujets, notamment d'archéologie. Donc faut bien savoir que qu'il y a déjà, pour commencer, le peuplement de l'Amérique. Il y a plusieurs théories qui se contredisent pas forcément sur le peuplement du continent américain. La première d'entre elles, c'est que il y a la théorie en fait qui serait donc la théorie de la route de Bering. Donc Bering, c'est par l'Alaska. Comme vous le voyez sur la carte, normalement, si vous connaissez un peu votre géographie américaine, c'est du côté au nord-ouest de l'Amérique, du continent. Ensuite, vous avez donc une autre théorie qui elle, parlerait d'un peuplement d'Amérique par le nord-est, donc en fait par un cabotage depuis les côtes européennes. Ce serait ce qu'on appelle la théorie solutréenne. Et il y en a une troisième aussi qui est la théorie d'El Niño, où ce serait en fait grâce au phénomène inversé des courants une fois tous les 4 ans entre l'Asie et l'Amérique. Il y aurait eu du cabotage successif depuis l'Asie jusqu'en Amérique grâce à des courants inversés. Donc on a notamment la culture de Clovis qui est identifiable à plus ou moins 20 000 ans. En tout cas, c'est les sites les plus anciens qu'on a retrouvés. Faut savoir que faut savoir que la plus vieille civilisation ou la plus vieille culture en fait, excusez-moi, en Amérique toute confondue, parce qu'en fait on va la diviser en trois, c'est les Olmecs. Comme vous pouvez le voir sur la frise, ils remontent à peu près moins 1200, moins 1100 dans ces eaux-là. Donc c'est beaucoup des chasseurs-cueilleurs en fait, et puis c'est aussi, vous allez voir que c'est des civilisations par comment dire, par matière ou matériaux principal. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Donc c'est beaucoup des chasseurs-cueilleurs ou des cultures sylvicoles aussi, de forêt. Alors effectivement, donc la période sylvicole, qui correspond notamment à l'Amérique du Nord et une partie de l'Amérique centrale et du Sud. Donc c'est à peu près de moins 1000 à plus 1000. Donc de 1000 avant Jésus-Christ et jusqu'à 1000 après Jésus-Christ. C'est à peu près dans les États dans certains États des États-Unis, par exemple, on retrouve des tumuli tels que ceux-ci, de la civilisation des Hopewell, de la culture Hopewell. Ensuite, donc la chose suivante qu'on a, c'est ce qu'on appelle la civilisation du Mississippi. Alors je vais m'attarder un peu plus sur elle, notamment avec les sites comme Cahokia et tout ça.
C'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait. Ouais, voici une reconstitution de Cahokia, je crois, d'ailleurs, en Arkansas. Alors, voilà. Donc, comme je vous ai dit, donc en fait, c'est ce qu'on a appelé des mound builders, donc ils font des grands tertres, etc., funéraires. Ils sont donc attestés à partir du 8e siècle, où le long du Mississippi, en tout cas dans les sphères mississippiennes, vous avez des cités qui se caractérisent par des tertres rectangulaires à sommet plat. On y trouve également des maisons longues et alors chose assez curieuse en tout cas par rapport à beaucoup d'autres cultures amérindiennes du nord, c'est que c'est pas en fait du nomade ou des maisons longues par exemple comme chez les Algonquins, c'est pas de la maison longue faite en matériaux moins durables. Là, c'est du torchis, c'est du toit de chaume, ça reste assez solide comme emplacement. Ils sont notamment connus pour une agriculture donc qui vivait à base de maïs, d'haricots, de courges. Donc le maïs, c'est vraiment c'est la céréale de toute l'Amérique. Hein. C'est le blé des Indes comme on l'a appelé. Alors c'est notamment une civilisation intéressante puisqu'elle pratiquait le sacrifice humain. Voici un sacrifice rituel de 53 jeunes femmes à Cahokia par strangulation. Voilà, voilà. On leur doit notamment des poteries assez bien faites et assez jolies en termes de décoration que vous pouvez voir ici. Ça, c'est une poterie qu'on dit qui représenterait une panthère d'eau. Donc, ce serait une époque plutôt tardive chez le Mississippi, les Mississippi. Donc, bah, je vais vous en faire 3 ou 4 ce soir, un peu plus détaillé que d'autres. Mais sachez que à part les Mississippi ou les Hopewells, vous avez aussi d'autres cultures et d'autres civilisations qui sont présentes en Amérique du Nord, notamment les Anasazi, dont, dont certains d'entre vous ont déjà sûrement entendu parler dans nos discussions assez tardives. Donc voici un des vestiges de leurs habitations, qui est à Mesa Verde. La photographie vient d'un site à Mesa Verde, il me semble. Cliff Palace, ça s'appelle. Donc voilà, c'est les Anasazi. Donc je vais continuer un peu plus loin. Donc comme je vous l'ai dit tantôt, la plus vieille civilisation, donc là je vais partir en Mésoamérique, donc c'est toute la bande qui va du sud du Mexique jusqu'au nord de la Colombie, c'est l'isthme de Panama et l'Amérique centrale pour ceux qui connaissent pas trop l'Amérique. Et donc la plus vieille culture ou civilisation attestée en Mésoamérique, c'est les Olmecs, qui vont du XIIIe siècle avant Jésus-Christ au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est assez vieux et puis comme vous pouvez le voir sur la frise, si vous remontez un petit peu au tableau, ça suit d'assez près par notamment les Mayas, alors qu'on une période préclassique qui est assez longue, et par les Zapotèques, qui aussi ont une période préclassique d'ailleurs qui se chevauche avec les Mayas. Sachant que les Mayas sont très connus, mais sont notamment pour avoir fait leurs énormes temples comme à Tikal, dans d'autres endroits comme ça, à Chichen Itza, etc. D'ailleurs, en parlant de Chichen Itza, voici la grande pyramide post-classique Maya de Chichen Itza.
Alors, il y a certaines d'entre elles, notamment les Mayas, les Incas, les Aztèques. Je vous en parlerai plus tard à d'autres occasions, plus détaillées. Là, je vous fais vraiment un tour d'horizon très succinct. Donc effectivement, bon après, vous avez donc les Olmecs, les Zapotèques, ou la culture de la civilisation de Téotihuacan, qui est en elle-même un mystère pour beaucoup d'archéologues. Il y a plein de choses qu'ils savent pas. Et puis bien sûr, bah, terminer avec les Aztèques, bon, dont on connaît un peu plus les contours, puisque c'est eux qui ont eu la chance de rencontrer Don Hernán Cortés au XVIe siècle, au début du XVIe siècle. Donc, la, les civilisations précolombiennes se finissent plus ou moins dans les années 1519 et les quelques-unes qui suivent, 1520-1519, avec la prise de Tenochtitlan, alias Mexico, par Cortés. Et puis bon, faut savoir que c'était aussi des civilisations qui étaient, bah, comme vous le voyez par rapport à la civilisation du Mississippi ou les Mayas ou même les Aztèques, c'était des civilisations qui connaissaient beaucoup aussi le sacrifice humain, hein, mais c'était pas les seuls. Ils le faisaient tous à divers degrés selon diverses modalités. Tout ça. Voilà. Alors je vais descendre un peu plus vers le sud et vous parler d'autres civilisations qui sont beaucoup plus du continent sud-américain proprement parlé. Donc vous avez la civilisation de Caral qui se trouve sur la côte du Pérou, pas très loin de Lima. Vous avez le Chavin qui est, enfin c'est beaucoup autour des Andes, assez peu dans les terres au niveau de la forêt amazonienne. On comprend assez bien. Pas vraiment un endroit où c'est bon de vivre. Vous avez notamment les Chipchas qui ont des vestiges en Colombie notamment. Et puis bien sûr, je peux pas aborder les Andes sans parler de l'Empire des Andes par excellence, qui étaient les Incas, et dont voici une carte de l'extension maximale. Alors c'est comme l'Empire aztèque ou Maya un peu moins, mais comme l'Empire aztèque à peu près à la même époque, en fait c'est des empires qui sont multitribaux. Alors pas forcément multiethniques au sens où longtemps comme pouvait l'être la Perse, mais ils sont multitribaux. Et, euh, et autant les Incas que les Aztèques en fait avaient un système pour on va dire pour maintenir on va dire l'ordre dans leur empire. Alors, les Aztèques, ça a été la guerre des fleurs, où ils étaient en guerre permanente, à la fois d'un point de vue religieux, mais aussi parce que ça leur permettait de lancer des raids sur leurs voisins d'autour et de prendre des prisonniers qui servaient à être sacrifiés à leur temps. Les Incas ont joué différemment, c'est soit ils plaçaient un des leurs à la tête ce qu'on pourrait appeler un thème ou une région particulière, soit il s'assurait de la loyauté par divers cadeaux et une diplomatie très pointue pour on va dire les caciques locaux, quoi. Voilà. Alors, donc là, comme je vous ai dit, je vous ai fait un petit tour d'horizon. C'est relativement assez court. Alors oui, je pourrais éventuellement aussi prendre un peu d'avance pour parler de ce qui est d'un événement qui est arrivé ou d'un concept qu'on a repris et qu'on a nommé après la conquête de l'Amérique, notamment par les Espagnols. C'est ce qu'on a appelé l'échange colombien. Donc en fait, puisque vous savez que beaucoup de choses dont nous mangeons aujourd'hui, comme les haricots, les tomates, les pommes de terre, les piments, etc., les citrouilles,
ça ne poussait pas chez nous en Europe. Nous n'avions pas ça. Les patates douces, etc. C'est des choses qui poussaient pas. Pour certains, le chocolat, j'en vois ici qui, à mon avis, sont des gourmands. Donc, eh ben, toutes ces choses-là, ça n'existait pas en Europe. Et pareil, en Europe, on avait des choses qui n'existaient pas là-bas. Donc, bah, par plantation et échange successifs de denrées, on a pu. Là, c'est probablement une des meilleures choses qui soit arrivée aux deux continents. Comme je vous l'ai dit, donc je reviendrai beaucoup plus en détail sur trois gros peuples, trois grandes civilisations d'Amérique dans d'autres présentations. Et ça sera les Mayas, les Aztèques et les Incas. Je parlerai peut-être un peu de manière plus générique des civilisations du Nord. Mais bon, je m'y connais un peu moins. Mais bon, si vous le désirez, je peux faire les Anasazi aussi. Ou le Mississippi, comme vous voudrez. Donc voilà, j'ai terminé. Moi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je sais que ça a été relativement court. Et je suis désolé de mon retard. Parce que là, en plus, j'ai dû sortir des 2-3 trucs un peu en vitesse. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que vous en avez. Donc n'hésitez pas, mais faites-le à l'oral. Ou au tableau si vous voulez pas parler. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que tu... Du coup, j'ai une question. Ah bah Oui, pardon, Lucie. Colonel. Honneur aux dames. D'accord, merci. La question, c'est par rapport aux dates qui sont données dans ton tableau, Oui. par rapport aux dates, par exemple, les dates très anciennes, c'est parce qu'on a retrouvé des vestiges, des poteries, c'est des corps, comment ça se passe? Par exemple, pour les Olmecs, y a très peu de corps, parce que par exemple, les civilisations mésoaméricaines ne momifiaient pas, ils enterraient leurs morts, donc c'est notamment des. Alors, ils ont retrouvé quelques vestiges de corps, mais c'est notamment par des statues, des têtes de statues même d'ailleurs. D'accord. Et qu'on a daté comme étant les plus vieilles. Par contre, pour les Incas, par exemple, pour donner le contre-exemple, pour les Incas, on a beaucoup plus, ou les Aztèques, on a beaucoup plus de choses, puisque notamment, ou les Mayas, t'as la monumentalité, mais en même temps, pour ce qui est des Incas, t'as des momies. Oui, d'accord. Puisque, Mais comment on rattache du coup, comment on dit par exemple que les Olmecs ont existé de moins 1200 jusqu'à moins 500? Comment ouais, tu le dates? Comment tu dates cette continuité-là? Comment est-ce que ça se fait? parce qu'en fait, sur les différents sites, de mémoire, il me semble que les Olmecs, c'est surtout on va dire le sud du Panama et le nord de la Colombie, c'est assez concentré à cet endroit-là. Et, euh, et c'est notamment parce qu'il y a plusieurs sites comme San Lorenzo, comme alors, puisqu'ils ont un calendrier aussi. Enfin, ils ont des vestiges qui sont pas seulement les statuaires. Il y a des vestiges. C'est voilà, t'as des sites comme San Lorenzo, comme Laguna de los Cerros, El Manati, Tlaxcozotitlan, etc. Et c'est vraiment les Olmecs, c'est vraiment très concentré en fait. Et mais par exemple les Olmecs et les Mayas, comme tu peux le voir sur la frise, comme ils vivaient à peu près aux mêmes endroits, ils se sont rencontrés. Et ça serait pas, il est pas déconnant en fait de dire que les Mayas se sont beaucoup inspirés des Olmecs. En tout cas, ont repris les choses que les Olmecs avaient à eux. Tu peux voir d'ailleurs sur la même frise que les Zapotèques et les Mayas avaient la période classique au même moment, et pareil, ils habitaient à peu près aux mêmes endroits. Ces gens-là, ils se connaissaient. Tu prends les derniers arrivants dans la liste, les Aztèques, ils avaient un peu pompé à la romaine tout ce qu'avaient fait les autres avant, en rajoutant un peu leur côté, pas barbare, mais un peu sanguinaire, quoi.
Alors, je sais pas si ça a répondu à ta question, mais Non, mais merci beaucoup. voilà. Alors, colonel, t'en avais une. Ouais, alors juste une petite précision, pour ce qui est des datations, quand on retrouve des vestiges et cetera, les archéologues travaillent par couches sédimentaires et c'est comme ça qu'ils estiment à quelle époque, ils vont trouver, tel ou tel artefact. En général, c'est comme ça qu'ils font. Dans un milieu à peu près stable, si tu creuses à X mètres, tu sais que X mètres sous la terre, ça correspond à une époque. D'accord? Oui. Plus tu creuses dans la théorie, plus tu creuserais profond, plus tu irais, ce sera ancien. Ensuite, de cela, pour tout ce qui est de l'Amérique du Sud, les sols sont extrêmement humides. Donc, hormis, les nobles ou, certains cas, plutôt dans le sud, de l'Amérique du Sud où il y a des coins désertiques où on a retrouvé des momies, mais des momies, faites par les intempéries, parce que le milieu est très sec. En général, en fait, tout ce qui est vestige humain dans les forêts, est détruit par l'humidité énorme qu'il y a dans le coin. Donc, c'est très difficile pour les archéologues d'aller fouiller dans ces endroits-là, ne serait-ce que parce que c'est difficile d'y accéder. Mais en plus de cela, on ne va pouvoir retrouver que finalement de la pierre. C'est la seule chose en fait qui survit. Alors, en plus de cela, il n'y avait pas beaucoup de métal non plus dans ces civilisations-là, hein, il n'y en avait pas. Donc on va retrouver principalement de la poterie et de la pierre. Voilà. Alors ensuite, j'aurais voulu savoir si tu pouvais revenir un peu sur les différentes cultures ou civilisations là, que tu as identifiées. Est-ce que est-ce qu'on connaît vraiment les relations? Parce que ça, j'ai jamais. Quelle était leur relation? Ils se faisaient la guerre, ils se connaissaient pas, ils s'ignoraient, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'était des relations en fait toujours de domination, quoi. Tu prends en Mésoamérique, bah à un moment ça a été les Olmecs qui ont dominé parce que les Mayas n'avaient pas encore popé d'une certaine manière. Après les Mayas ils se sont fait en cité-État, ils étaient ils ont été un peu plus comment dire administrativement coordonnés, etc. Même si c'était une administration assez lâche, il n'y avait pas d'empire vraiment comme on peut le concevoir avec les Aztèques, avec un centre et puis des périphéries. Mais en fait, si tu veux, quand tu vois les frises chronologiques, Ouais, et ouais. quand tu sais à peu près, par exemple, que les Mayas, ils étaient généralement sur le Yucatan et un peu le bas vers le Salvador, etc., l'Honduras, par Ouais. les Olmecs, ils étaient au niveau vraiment du Golfe en lui-même. Et puis les Mexicas, les Aztèques, eux, ils étaient vraiment là où t'as Non mais Mexico justement, aujourd'hui. si par exemple tu prends 300, ah non, attends, on va redescendre plutôt. Moins 700. Moins Ouais. 700, a priori, les Olmecs existent, les Mayas existent, Mhm. les Chavin, Paracas. Ces gens-là, en fait, bon, ça se joue sur des milliers de kilomètres. Mais est-ce que tu sais s'ils ont retrouvé des Alors, indices qui fait qu'il y a des échanges culturels entre eux ou pas? alors, pour ce qui est de la Mésoamérique, c'est quasiment attesté, puisque les Mayas, on retrouve en fait des choses chez les Mayas qui étaient déjà présentes chez les Olmecs. Donc en fait, Ah, d'accord. les archéologues en fait supposent, avec des forts faisceaux d'indices, si tu veux, que ils sont allés s'inspirer de choses de leur empire, de leur civilisation chez les Olmecs. Parce que en fait, c'est notamment par exemple le calendrier. Le fameux calendrier, comment dire, la sculpture aztèque du calendrier à Conclon, à la base c'est Olmec, à la base de la base par exemple. Ok. Donc et c'est un truc que partagent toutes les civilisations mésoaméricaines. Pour ce qui est des Chavin et des Paracas, là c'est un peu plus compliqué parce que les Andes c'est quand même un massif montagnard qui est extrêmement long. Et je crois que c'est le plus long au monde en termes de... Vraiment, il fait l'intégralité de l'Amérique du Sud. Et honnêtement, il y a que les Incas qui avaient vraiment cette volonté expansionniste. Les autres étaient plutôt dans leur coin. Après, Et, oui, et par exemple, parce que là on voit l'ère d'occupation là des Olmecs. oui, T'as les, si je regarde ta carte, il y a les Caraïbes dedans. oui. Alors, oui et non. C'est-à-dire que l'ère d'occupation des Olmecs,
En fait, c'est vraiment la Mésoamérique. Les Caraïbes, c'est encore autre chose. En termes de, tu regardes la deuxième carte, là, enfin la première, là, celle avec les Ouais, bah, aires culturelles. juste en dessous de ta frise, elles Ouais, sont ouais. reliées, on est d'accord, les 2 documents sont reliés Oui, oui, tout à fait, oui. Mais en fait, et parce que c'est les aires d'occupation par sphère culturelle. C'est-à-dire que, par exemple, en bleu, dans le Grand Nord, c'est la civilisation, on va dire, dite inuit. Euh, En vert, oui, je au-dessus du sais. Mexique, etc. Non, mais j'ai compris ça. Mais, pourquoi en fait ils situent à un moment donné des choses qui sont, sur la côte nord là de sud-américaine et puis des choses dans les îles? Ça veut dire qu'ils ont retrouvé des constructions similaires? Je savais ça parce que ça je savais pas. Ils ont retrouvé, alors pas des constructions similaires, parce que là, c'est vraiment le nord du Venezuela et puis les grandes îles caribéennes. Ouais, ouais. Et c'est surtout, ils ont retrouvé des artefacts de nature similaire. C'est-à-dire que tu avais des Ah, poteries qu'ils ont retrouvées, par exemple, chez les Taïnos à Saint-Domingue, ouais. euh, et au nord du Venezuela, qui étaient un peu comme certaines poteries qu'on peut retrouver à l'âge du bronze en Grèce, tu vois. Il y avait des Ouais, constructions ouais. similaires. OK, OK, Moi, OK, je vois. en fait, pour moi, faut vraiment le voir vraiment comme un pendant assez exact en fait de ce qui s'est passé chez nous à l'âge du bronze ou des trucs comme ça où t'avais pas forcément des gens qui se côtoyaient parce que quand même t'as quand même un sacré pando pour des pirogues ou des embarcations, c'est pas des gros Ouais, marins. bah, c'est ça, c'est ça. Ils avaient pas des trirèmes ou des choses comme ça, donc bon, surtout que les Caraïbes, c'est pas non plus une mer tranquille, hein. Et non, non, c'est surtout des choses similaires, donc ils pensent, c'est pour ça qu'ils les ont mises ensemble. Mais sinon, par exemple, pour ce qui est de la sphère Caraïbe, a priori, ça se côtoyait pas trop. Ça se côtoyait surtout dans les Andes et en Mésopotamie et au nord du Mexique. Ça, c'est vraiment les trois sphères où OK, tu trouves vraiment des liens entre les différentes civilisations. D'autres questions? Oui, j'en ai une. Il y a sur la carte, alors ça fait pas partie des civilisations effectivement du Sud-américain, mais vous avez marqué, enfin, il y a les Inuits. Alors, je ne savais pas qu'elle était considérée comme une civilisation, les Inuits, mais Non, les c'est une Indiens d'Amérique, culture. C'est une une culture. culture, d'accord. Les Indiens d'Amérique, qui viennent grand vie de l'Amérique du Nord, ils viennent d'où exactement? C'est par rapport à quelle civilisation? Ils ont des liens avec ou pas? Les Indiens d'Amérique du Nord, Ouais, tout à euh, fait. il est probable en fait que ce que les Européens ont vu, notamment tout ce qu'on voit chez les Algonquins et tout ça, le plus probable c'est que ce soit un mélange en fait de populations de Sibérie qui soient arrivées en Amérique par le détroit de Bering. Comme j'ai dit, en fait, la plupart des théories de peuplement de l'Amérique sont pas exclusivement ne se contredisent pas de manière exclusive. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir une partie qui est arrivée par Bering et une autre partie qui est arrivée par l'Est, puisque t'as ce qu'on appelle le peuplement solutréen, la théorie solutréenne, qui sont arrivés sur la côte Est. Et ces gens-là, bah, ils se sont probablement rencontrés au milieu, puis ils se sont mélangés. Ils étaient pas beaucoup, puis voilà, par mariage successif, pour de la diplomatie, enfin comme on a fait chez nous avec notre noblesse, voilà. Donc à force, bah voilà. Après, pour ce qui est plus au sud, la théorie la plus dominante et à mon avis la meilleure à l'heure actuelle, c'est celle d'El Niño, puisque t'as beaucoup de populations à la fois dans leur trait physique et du fait qu'on les appelle populations soit de l'or, soit du jade, qui seraient plus venues d'Asie, mais par la mer, donc par le Pacifique, et qui sont notamment passés par par donc par l'Indonésie, les différentes îles en Micronésie, en Polynésie, puis après ils ont fait le grand saut jusqu'au continent. Voilà, voilà. D'accord, d'accord. T'avais Euh, une question? Ah, encore une, d'accord. Vas-y. non, bah non, je laisse parler Fra. À toi, Fra. Non, c'est bon, c'était une question sur El Niño, mais du coup, tu viens d'y répondre, donc impeccable. Bah, si ça vous intéresse, alors attendez, je vais voir si je le trouve.
Je sais pas s'il est sur Amazon. Euh... Ouais. Alors, si ça vous intéresse, il y a un livre qui est disponible aux éditions Amalthée, il me semble, qui est de l'Asie antique à l'Amérique précolombienne et qui vous parle notamment du peuplement par El Niño, qui est par Monsieur Christian Lemoy. Donc, c'est un bon livre, je vous le conseille. Euh, L'auteur est notamment un géologue, ancien géologue, donc c'est assez intéressant. Il est trouvable notamment sur Booknode, mais je pense que vous pouvez le trouver en anglais aussi sur Amazon. Voilà. D'autres questions? Ah, bonsoir Alexandre. Bonsoir. T'as pas de questions? Ouais, les principales questions ont été posées. Moi, j'en aurais eu davantage sur la situation après la rencontre avec, avec Christophe Colomb. Je pense que tu en traiteras peut-être avec Christophe Colomb, plutôt avec Hernán Cortés et que je connais un peu plus le sujet des Aztèques que des Mayas ou des autres. Mais si j'aurais à la limite une question, quand les Espagnols ont rencontré pour la première fois les Incas, ils ont dit qu'ils étaient tombés sur un certain nombre de villes qui avaient l'air complètement désertées et d'une ancienne civilisation qui n'était pas celle des Incas et qui semblait hautement civilisée, mais un désastre avait dû les frapper parce que toutes les villes étaient des vestiges complètement déserts depuis visiblement quelques années. Est-ce que tu en auras entendu parler, toi? Alors, alors là, comme ça me dit rien. Non, parce que les Chibchas, c'est trop haut, ils sont pas dans les Andes. Enfin, pas exactement. Ça doit être probablement une des civilisations. Alors, j'ai pas fouillé plus que ça, je te l'avoue, à ce sujet-là. Mais par contre, oui, ça doit être. C'est soit c'est dû à des vestiges plus anciens qu'en tout cas que l'expansionnisme inca lui-même, soit c'est les Incas qui ont juste nettoyé parce que c'était des turbulents, donc ils voulaient pas trop avoir à s'en occuper. Ouais. J'aurai plus de questions sur les Aztèques la prochaine fois. Mais j'avais fait il y a quelques temps, c'est dommage, j'avais fait justement une présentation sur la conquête du Mexique par Cortés. Alors je la referai s'il le faut, mais On aura l'occasion d'en parler de la conquête du oui, Mexique par Cortés. oui. Merci. Effectivement. D'autres questions? Simplement, je vois sur la frise, je connais Oui. pas trop, elles disparaissent, il y a des civilisations qui disparaissent, comme les Olmecs par exemple. Est-ce qu'on sait les raisons de leur disparition? C'est soit par invasion de leurs voisins, soit par maladie, soit par... c'est ça que c'est surprenant. On voit par exemple les Mayas, c'est quand même... certes, c'est pas la première, mais quand même, c'est quand même la seconde, parce que je vois sur la frise, et ils durent très très longtemps. Ouais, mais parce que en fait les Olmecs, bah c'est un peu pour toutes les raisons, c'est multifactoriel comme beaucoup de civilisations. Donc à la fois pour des rendements de culture de production alimentaire en fait qu'on essaie, ils se sont fait poutrer par leurs voisins qui étaient les Mayas. Euh, etc. Enfin, par une dégénérescence assez classique en fait de toute civilisation, ils ont arrêté de produire des artefacts et tout. Puis les Mayas après ils ont pris le flambeau. Puis à partir du moment où ils ont vraiment commencé à prendre une assise, les Mayas, les Olmecs, on n'en parle plus. Alors
c'est possible qu'au fur et à mesure des découvertes archéologiques, les frises, on va dire, s'affinent, qu'on en retrouve un peu plus d'Olmec, un peu moins de Maya, etc. Ça se trouve, ils ont certains artefacts où on peut faire une confusion entre les deux, puisque les Mayas ont clairement, enfin, en Mésoamérique, de toute façon, comme ils sont très voisins les uns des autres, excusez-moi, c'est évident que ils sont clairement pompés les uns sur les autres. Salut Colibri. Salut. Donc d'autres questions? Bon bah merci. J'ai une question, peut-être que je suis un peu hors sujet, mais Vas-y, je t'en prie. apparemment, dans certains pays d'Amérique du Sud, il reste toujours certaines tribus qui sont liées, bon, je sais pas si c'est bon, d'assez loin certainement, à justement ces civilisations. Est-ce que c'est qui sont apparemment, qui ont apparemment résisté à l'arrivée des Espagnols. Donc, je sais pas si c'est vrai Alors, ou si c'est des bêtises. c'est pas tellement des tribus, c'est plus des langues ou des manières de faire qui ont subsisté. Par exemple, au Mexique, tu as ce qu'on appelle le Nahuatl. Donc c'est censé être plus ou moins la langue des Mexicas, en tout cas dans sa version, on va dire, créolisée avec de l'espagnol, et de même le quechua dans les Andes, qui est la langue des Incas. En tout cas, qu'on suppose être la langue des Incas. Puis ils ont leur manière de faire, notamment de faire des textiles, etc. De travailler le textile, etc. D'accord, ok, merci. Je t'en prie.